suis Clément Chéroux, le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson, et je vous remercie d'être venus si nombreux pour ce 6e feuilletage qui est dédié au livre d'Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette. Alors le principe du feuilletage, vous le connaissez, certains d'entre vous ont déjà été présents aux précédentes itérations de ce programme que nous avons lancé il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Vous savez, le principe consiste à demander à un photographe de venir présenter un livre récemment sorti et donc de tourner les pages du livre en expliquant quels sont ses choix esthétiques ou éditoriaux. Alors en fait, ce soir, je vais contrevenir à ce principe de 3 manières. D'abord, il n'aura échappé à personne que je ne suis pas Henri Cartier-Bresson. Le livre que je présente n'est pas nouveau, puisqu'il a été publié en 1952. Et je ne vais pas me contenter de feuilleter le livre. Je vais faire défiler sur cette table de montage, des documents annexes, complémentaires, qui, je l'espère, permettront de comprendre la nature exceptionnelle de cet ouvrage intitulé donc Images à la sauvette. Alors Henri Cartier-Bresson aimait dire que faire un portrait, c'était pour lui la chose la plus difficile. Il ajoutait, c'est finalement faire un portrait, c'est comme mettre un point d'interrogation sur quelqu'un. Il faut, disait-il, tenter de saisir le reflet d'un monde tant intérieur qu'extérieur. Il aimait bien, Cartier-Bresson, définir les choses de manière, il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. C'est quelque chose sur lequel il revient souvent et j'en reparlerai un petit peu plus loin. Et il disait que pour ce faire, il est nécessaire d'introduire, pour faire un portrait, il est nécessaire d'introduire un appareil photographique entre la chemise et la peau. Il continue en disant c'est très difficile. Alors si c'est particulièrement ardu de faire le portrait d'un être vivant, que dire alors de celui d'un livre, faire le portrait d'un livre, c'est aussi particulièrement difficile. Il faut, dans un premier temps, envisager l'objet dans sa matérialité, son épaisseur, son aspect extérieur, sa prise en main, sa mise en page, sa qualité d'impression, etc., etc. Mais il faut aussi interroger l'objet livre. Pour reprendre une autre expression de Cartier-Bresson, il faut aussi interroger le silence intérieur. C'est aussi quelque chose qu'il aimait dire du livre, du portrait, du visage, interroger le silence intérieur. Et il faut faire la même chose pour le livre, c'est-à-dire comprendre ses enjeux, comprendre les enjeux dont cette publication résulte, comprendre aussi l'histoire dont le livre est le témoin, comprendre le parcours de son auteur, comprendre aussi peut-être le moment dans lequel il s'inscrit dans le domaine de l'édition photographique. Et là aussi, c'est parfois assez difficile. Et ceci d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un ouvrage aussi important qu'Images à la sauvette, le premier véritable ouvrage de Cartier-Bresson. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur cette idée. Est-ce que c'est le premier livre de Cartier-Bresson? Mais quand c'est un ouvrage aussi difficile, aussi important, quand c'est l'ouvrage dont Robert Capa disait que c'était la Bible des photographes, je crois que l'enjeu est particulièrement de taille. Alors pour mener à bien cette opération d'exégèse, il est nécessaire, comme le préconisait donc Cartier-Bresson pour les portraits, d'introduire le regard entre la chemise et la peau. Il faut donc, pour le dire autrement, essayer de lire entre les lignes, lire entre les images, lire entre les pages, et c'est exactement ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir. Alors, je voudrais commencer peut-être en expliquant que pour Cartier-Bresson, il y a eu très tôt un désir de livre. C'est quelque chose qui apparaît très tôt dans sa carrière, dès les années 30.
Cartier-Bresson disait volontiers, et ça il le dit un petit peu plus tard, il le dit en 51 en fait, il le dit donc l'année qui précède la publication d'Images à la sauvette. Il explique et il dit si nos épreuves sont belles et parfaitement composées, et elles doivent l'être, ce ne sont pas pour autant des photos de salon. Autrement dit, ce ne sont pas des photos de salon, donc des images. Je pense quand il parle de ça, il parle des salons de photographie organisés à cette époque-là, des institutions comme la Bibliothèque nationale, où il fait référence aux salons pictorialistes qui existaient depuis le début du XXe siècle. Et il disait, en somme, notre image finale, c'est l'image imprimée. Et en fait, bon, effectivement, on le sait, Cartier-Bresson n'a jamais renoncé ou n'a jamais négligé les occasions de présenter ses photographies dans des expositions. Il l'a fait. Mais en tout cas, à cette époque, en 51, il explique qu'il privilégie la publication de ces images dans les journaux et dans les livres. Et entre ces deux supports, il faut effectivement peut-être faire une distinction. Dans une lettre à son ami Marc Ribou, il explique « Les magazines, je le cite, les magazines finalement finissent par faire des cornets à frites et au panier, les livres demeurent. » Ça pourrait être la phrase d'entrée de notre magnifique librairie à la Fondation Henri Cartier-Bresson, les livres demeurent. Cartier-Bresson était lui-même un grand lecteur. C'était quelqu'un qui était passionné de littérature, qui aimait les livres, et qui se considérait lui-même vraiment comme un auteur au sens littéraire du terme. Donc pour lui, le livre était quelque chose d'important. Et c'est la raison pour laquelle il va chercher très tôt, je le disais tout à l'heure, dès les années 30, il va chercher très tôt à faire des livres de photographie. Dès 1933, il commence par un projet avec Jean Cocteau, qui malheureusement n'aboutira pas. À la même époque, Henri Cartier-Bresson rencontre Thériade, l'éditeur, le fameux éditeur de Verve, et avec Thériade, il va lancer un projet qui consiste à réaliser un livre sur Paris, qui, de la même manière, ne verra jamais le jour. Après la guerre, Cartier-Bresson réalise, vous le savez, un long voyage aux États-Unis. Après son exposition au MoMA, il part faire un road trip aux États-Unis en 1947 avec un écrivain qui s'appelle John Malcolm Breenin. Et le but de ce voyage, c'est vraiment de réaliser un livre avec le texte de Breenin et les photographies de Cartier-Bresson. Il y a un vrai projet. Le livre doit être mis en page par Alexis Brodovitch, le directeur artistique de Harper's Bazaar. Donc il y a un vrai projet sérieux. Et le projet ne fonctionnera pas parce que l'auteur et le photographe, l'écrivain et le photographe ne s'entendent pas. Cartier-Bresson essaiera malheureusement par divers moyens de le relancer, mais ça n'aboutira pas. Le livre ne verra pas le jour. Et donc en fait, si on met de côté le petit catalogue du MoMA publié en 1947 à l'occasion de l'exposition du MoMA, qui contient à peu près une quarantaine d'images. Si on met de côté un autre petit livre publié l'année suivante, en 1948, qui s'appelle Beautiful Jaipur, qui a été réalisé à l'occasion d'une série de photographies faites à Jaipur en 1948, qui lui aussi conserve à peu près une quarantaine d'images, et qui est un livre édité par un éditeur local, et qui est surtout un livre qui montre Jaipur, qui est intéressant en tant que tel, mais qui n'est pas réellement un grand ouvrage pour Henri Cartier-Bresson. Si on met de côté ces deux livres, effectivement, Images à la sauvette est le premier véritable livre de Henri Cartier-Bresson. Je fais une introduction un petit peu longue et puis on va dans quelques instants commencer à feuilleter cet ouvrage, mais ça me semblait important de rappeler les bases de la production de cet ouvrage. Alors, abordons maintenant la chronologie du projet.
vous allez voir que c'est assez intéressant de détailler ce qui va amener à la publication. On voit les premières traces du projet au printemps 51 dans la correspondance de Cartier-Bresson. On a le 4 mai un certain Tommy, qui est un assistant du bureau de Magnum à Paris, qui écrit à Cartier-Bresson, n'a pas réussi à trouver qui était ce Tommy malgré de grandes recherches. Ce Tommy envoie un mot à Cartier-Bresson en lui disant qu'il vient de réunir une sélection d'images pour Watkins afin de montrer la mesure et la qualité de votre livre à un éventuel éditeur. En fait, on sait que peu de temps auparavant, Cartier-Bresson avait contacté Armitage Watkins, qui est un agent littéraire new-yorkais, qui, après quelques démarches, lui avait indiqué que Richard Simon, le fameux éditeur des éditions Simon & Schuster, était intéressé par un livre des photographies d'Henri Cartier-Bresson. Et donc Cartier-Bresson avait demandé à quelqu'un de Magnum de commencer à réunir des images pour préparer une maquette qui serait ensuite présentée à Simon. Et puis Cartier-Bresson va voir Thériade. Alors je vous disais tout à l'heure que Cartier-Bresson connaissait Thériade depuis les années 30. On a là une image de Martin Frank que je trouve absolument extraordinaire, qui est plus tardive, qui date de 1974, donc on est 40 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un vieux Thériade, un Thériade vieil homme, qui accueille un Cartier-Bresson qui est déjà lui-même âgé et qui est dans cette période où il délaisse petit à petit la photographie pour se lancer dans le dessin. Et on voit le jeune Cartier-Bresson aller montrer aux Thériades plus âgés ses dessins. Et je trouve cette image absolument extraordinaire. L'attitude de Cartier-Bresson, regardez ses yeux baissés, cette tête un peu penchée, on a vraiment l'impression d'un jeune homme qui va voir son mentor et qui attend ses commentaires sur ses dessins. Et ça, je trouve, c'est une image, Martin Frank a réussi à saisir dans cette image quelque chose qui dit, pour moi, tout de la relation entre Henri Cartier-Bresson et Thériade. Henri Cartier-Bresson considère réellement Thériade comme son mentor. Et donc, voilà, un petit saut dans le temps, on est bien plus tard, mais ça dit beaucoup de cette relation qui va être absolument décisive, sans vouloir faire de jeu de mots, pour la réalisation de Images à la sauvette. Donc en juin 1951, peu plus d'un an avant la réalisation d'Images à la sauvette, Cartier-Bresson est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans la villégiature, la maison de famille de Thériade, maison de vacances de Thériade. Et c'est probablement à ce moment-là que naît vraiment ce qui va permettre la réalisation de cet ouvrage. Cartier-Bresson a donc entamé des recherches aux États-Unis et à ce moment-là, il dit à Thériade, on n'a évidemment pas, on aurait adoré avoir un petit micro dans la pièce, mais on comprend qu'à ce moment-là, les choses se font et que Thériade lui dit, allons-y, faisons le projet ensemble. Donc sur un principe de coédition entre un éditeur américain, Simon & Schuster, et un éditeur français, Verve, représenté par Thériade. C'est une chose très importante pour Cartier-Bresson. Pour comprendre Cartier-Bresson, on ne peut évacuer la question transatlantique. La plupart des grands projets de Cartier-Bresson sont montés en fait sur une coopération entre un réseau américain et un réseau français, et Images à la sauvette en est un exemple parmi d'autres. Les grands films de Cartier-Bresson, je pense au Retour en 1947, je pense aux films sur la guerre d'Espagne, sont aussi construits sur des collaborations entre un réseau américain et un réseau français. Alors Cartier-Bresson, donc après cette visite à Thériade, va commencer à travailler sur le projet. Il continue la sélection des images, il travaille. Visiblement, on a une première sélection au début de l'année 52. Le 21 janvier, Cartier-Bresson écrit à Thériade « Je classe mes photos et recherche dans les archives ». 2 jours plus tard, il écrit régulièrement donc à Thériade, il ajoute dans une autre lettre « Tout va bien, je retrouve pas mal de photos dans mes archives des USA que je fais tirer.
je passerai ensuite à l'Orient. Donc il fait vraiment une opération assez systématique de ces archives pour ressortir les photos qu'il considère comme les plus importantes. Dans les semaines qui suivent, il va travailler avec une collaboratrice de Thériade qui s'appelle Marguerite Lang pour établir un texte d'introduction. Fin mars, ce texte, la préface est prête et même traduite en anglais. Je pense que le rôle de Marguerite Lang est extrêmement important. C'est elle qui va pousser Cartier-Bresson à formuler sa pensée et à produire, j'y reviendrai, un des textes majeurs de ces années 50. L'introduction d'Images à la sauvette est vraiment un morceau d'anthologie, un ouvrage un texte de toute première importance dont il n'existe pas beaucoup d'équivalents pour les années 50. Donc on fait une traduction de ce texte pour Simon, et puis on établit une maquette. La correspondance indique que 3 maquettes sont établies, 3 maquettes sont réalisées. Malheureusement, aujourd'hui, aucune de ces maquettes n'a ressurgi. Peut-être sont-elles encore cachées dans des archives, peut-être ont-elles été détruites. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est de ces maquettes. La maquette est faite, on a déjà un titre français à ce moment-là, qui est Images à la sauvette, qui a été choisi. Et ensuite, on continue. À la mi-avril, pendant les fêtes de Pâques, Cartier-Bresson va montrer la maquette à Matisse. Et c'est probablement à ce moment-là, ou dans les jours qui suivent, que Matisse va réaliser cette extraordinaire couverture dont je vais parler dans un instant. Ensuite, il y a un moment assez intéressant où Simon vient à Paris, accompagné de son épouse, pour discuter du contrat d'édition. Cartier-Bresson le photographie là, à la sortie du train ou au départ du suivant. Simon est à Paris, ils travaillent ensemble au projet. Simon fait un entretien avec Cartier-Bresson où il l'interroge sur sa pratique photographique qui va lui servir à écrire la postface de l'édition américaine de l'ouvrage. Et puis on rentre en production, les choses s'accélèrent pendant l'été. Le livre est achevé d'imprimer le 22 juillet 1952 et il sort officiellement en France, selon l'achevé d'imprimer, aux alentours de mi-octobre, vers le 15 octobre 1952. Il est tiré à 3000 exemplaires en France et à 7000 exemplaires aux États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ouvrage, dans sa version française, est beaucoup, beaucoup plus rare que la version américaine, et donc évidemment beaucoup plus cher sur le marché de la bibliophilie. L'ouvrage, alors ça c'est une information nouvelle qu'on a récemment fait ressurgir, l'ouvrage est vendu à l'époque à 3500 anciens francs en France et à 12,50 $ aux États-Unis. Bon, c'est évidemment difficile de se rendre compte de ce que ça représente à l'époque, mais quand on le compare à d'autres ouvrages, et notamment d'autres beaux livres, c'est un ouvrage excessivement accessible. Ce n'est pas un livre cher à l'époque. J'ai comparé un peu à d'autres livres de peinture. On a facilement des ouvrages de peinture à 6 000 ou à 7 000 ou même parfois à 12 000 anciens francs. Donc, Images à la sauvette est un livre d'un grand luxe, hein, je vais en reparler, d'une très grande qualité, mais d'un prix tout à fait abordable. Et je crois que c'est aussi un des enjeux d'Henri Cartier-Bresson à cette époque-là, c'est de faire un ouvrage résolument démocratique. Et ça, c'est une chose importante dont on parlera plus tard. Alors, on va commencer à parcourir l'ouvrage et on commence évidemment par la couverture, cette magnifique couverture de Matisse. Ce qui frappe effectivement au premier abord, c'est cette première rencontre avec le livre, c'est la couverture de Matisse. Thériade avait déjà beaucoup travaillé avec Matisse. Il avait publié plusieurs ouvrages du peintre. Il avait fait plusieurs numéros de la revue Verve avec des couvertures de Matisse.
Et c'est donc probablement lui, même si Cartier-Bresson avait déjà photographié Matisse à cette époque-là, c'est probablement Thériade qui demande à Matisse de faire une couverture pour le livre de Cartier-Bresson. Elle est probablement réalisée au moment de Pâques 1952. L'original, la couverture originale est conservée aujourd'hui au musée du Cateau-Cambrésis. On voit ici Thériade montrer la couverture à Cartier-Bresson. On sent la fierté de l'objet, il lui tend comme ça, Cartier-Bresson. On sent aussi l'excitation dans l'objectif de Cartier-Bresson qui découvre la couverture. C'est la couverture telle qu'elle est effectivement aujourd'hui conservée au musée du Cateau-Cambrésis. On imagine la version, c'est la version ici américaine. On imagine qu'il y a un petit papier qui s'enlève pour pouvoir mettre à la place la version française du titre. C'est une couverture qui, dans sa taille originale, fait 36 par 57 cm lorsqu'elle est déployée. Et elle doit se déployer, d'ailleurs, on la voit toujours tronquée de moitié, mais elle doit se déployer. C'est une couverture tout à fait extraordinaire qui utilise la technique de la gouache découpée, qui était une technique qu'utilisait beaucoup Matisse à cette époque-là. Il l'a abondamment utilisée. Et c'est une couverture qui est construite autour d'un certain nombre de motifs symboliques. On a un soleil éclatant, on pourrait presque dire un soleil noir éclatant, qui est dans la partie supérieure droite de l'image. On a une petite chaîne de montagnes qui se situe ici. On a dans la partie au milieu supérieur une sorte d'oiseau stylisé ici qui tient dans son bec une plante ou une fleur. Et puis on a dans la partie inférieure quelques végétaux verts, noirs, et puis une sorte de losange qui pourrait être autant une sorte de caillou qu'une sorte de flaque d'eau, un peu difficile de dire précisément. Et puis, Matisse, d'une calligraphie un peu tremblante, mais néanmoins très élégante, a écrit « Image à la sauvette », photographie par Henri Cartier-Bresson. La quatrième de couverture, il faut retourner l'objet, est elle-même tout à fait fascinante. On a à nouveau ces quelques éclats colorés ici, du vert, du bleu, plusieurs teintes de vert, et puis ces espèces de spirales qui, selon Dominique Simusiak, l'ancienne conservatrice de la collection du musée du Cateau-Cambrésis, représente une spirale du temps, une sorte de tourbillon, de marche du temps représentée. Alors vous allez me dire, une couverture d'un peintre pour un livre de photographie, c'est là une chose particulièrement étonnante, qui n'a effectivement pas manqué d'étonner à l'époque, mais qui, je crois, a marqué les esprits et a largement, à mon sens, contribué à la réussite de cet ouvrage. Alors le livre lui-même est un grand format, 37 par 24, 27,4 cm. C'est beaucoup plus grand que la plupart des livres de photographie qu'on publie à l'époque. 9 cm de plus en hauteur que la France de profil, magnifique France de profil de Paul Strand avec un texte de Claude Roy, qui paraît exactement la même année, en 1952. Donc vous voyez vraiment la différence. Beaucoup plus grand que le fameux Paris de nuit de Brassailles, publié avant-guerre. Donc c'est clairement un ouvrage de grand format. Une taille intéressante, on pourrait beaucoup parler de cette taille. Elle s'inscrit aussi dans une tradition chez Verve et chez Thériade de faire des ouvrages de grand format. C'est une taille qui est aussi totalement homothétique au format
24-36. Lorsque le livre est ouvert, c'est parfaitement homothétique à une image à l'horizontale. Et puis ça inscrit le livre dans une tradition qui est celle des portfolios d'estampes, des livres d'art qui étaient particulièrement de grand format à cette époque-là. Et ça en fait vraiment, pour l'époque, malgré son prix peu cher, ça en fait vraiment un ouvrage de luxe. Et ceci d'autant plus que la qualité du papier qui est utilisé pour cet ouvrage est très élevée. Hein. C'est un grand papier qui est utilisé pour réaliser cet ouvrage. C'est un Helio Afnor 7, c'est le nom du papier. Le chiffre 7 étant la gradation de la qualité du papier, hein, le 7 étant le maximum dans cette gamme de qualité pour l'époque. Mais je dirais c'est aussi, et on va y venir dans un instant, la très très grande qualité d'impression de l'ouvrage. Il est imprimé en héliogravure sur des cylindres obtenus directement à partir des négatifs du photographe par les meilleurs imprimeurs de l'époque, les frères Drageur. Et d'ailleurs, à sa sortie, la très grande qualité d'impression va être immédiatement saluée avec sa très large gamme de gris, ses détails dans les ombres, ses noirs profonds. Absolument tout le monde est stupéfait par cette qualité d'impression, à commencer par un certain Walker Evans, qui en 1952, à la sortie, le 19 octobre, publie un article dans le New York Times dans lequel il évoque, je le cite, une qualité à couper le souffle. Et donc, on peut imaginer que la qualité d'impression, la qualité du papier ont participé à l'enthousiasme de Walker Evans et de beaucoup d'autres. Alors on commence le livre, on commence le feuilletage de ce livre et on voit que, bon, on commence par des pages de garde, hein, chose tout à fait classique, et puis on arrive au texte. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce texte parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un texte d'une grande importance sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. D'abord, on a en premier plan cette citation du cardinal de Retz qu'on connaît tous. Aujourd'hui, il n'y a rien dans ce monde qui n'est un moment décisif. Je reviendrai tout à l'heure sur le moment décisif. Et c'est un texte qui commence par un jeu. J'ai toujours eu une passion pour la peinture. C'est en fait un texte qui est divisé en 3 parties. Le texte, en fait, il y a 3 niveaux dans ce texte. Il y a tout d'abord, dans ce début, une partie très personnelle, un ton très personnel, où Cartier-Bresson utilise la première personne, le jeu, avec parfois des accents assez proustiens dans la façon de parler. Voilà, étant enfant, j'ai eu d'abord une passion pour la peinture. Étant enfant, j'en faisais le jeudi et le dimanche. Donc on a quelque chose de très proustien. Et puis on a un deuxième moment qui commence avec cette section qui s'appelle le reportage, qui est une section beaucoup plus technique, qui semble en fait répondre à une demande de Simon, qui avait demandé à Cartier-Bresson un texte sur sa façon de travailler, un texte assez technique, où il lui disait qu'il voulait comprendre, avoir une sorte de how to do, de guide sur sa façon de travailler. C'est donc une section qui est assez technique, qui dure sur plusieurs pages, où Cartier-Bresson explique vraiment précisément sa façon de travailler, le choix de ses sujets, sa manière de composer, son utilisation de la couleur. Il parle beaucoup de la couleur, alors qu'il n'y a que des photos noir et blanc dans le texte, et son rapport au client. Il y a même une section sur son rapport au client. Et dans toute cette partie du texte, c'est assez intéressant, on passe du jeu du début à un nous ou à un on, c'est-à-dire qu'il ne parle plus vraiment en son nom propre, il parle au nom, je dirais presque d'une corporation photographique. Et puis le pronom « je » revient à la fin du texte
Vous voyez que je passe plusieurs pages plus techniques. Et on revient dans ce qui est à la conclusion avec du jeu pour une conclusion beaucoup plus personnelle dans laquelle apparaît cette phrase souvent citée: une photographie est pour moi la reconnaissance simultanée dans une fraction de seconde d'une part de la signification d'un fait et de l'autre d'une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui exprime ce fait. On a là une vraie définition de la façon dont Cartier-Bresson envisage la photographie. Et puis on commence à tourner les pages. Je m'arrête un instant sur cette petite phrase que pendant très longtemps je ne l'avais pas vue, cette phrase. C'est seulement assez récemment que j'ai lu ce petit texte qui est en fait extrêmement intéressant. Les images de ce livre ne prétendent pas donner une idée générale de l'aspect d'un pays. Que dit Cartier-Bresson ici? Il dit « Je ne fais pas un livre de voyage ». Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, en 1952, la plupart des livres de photographie sont des livres qui sont autour d'un pays, autour d'une ville, et que la plupart des photographes utilisent l'appétence de l'édition photographique pour publier des livres liés à une certaine géographie, un lieu, une ville, un pays, une ville. La France de profil de Cartier-Bresson n'est pas un livre de voyage, mais on sent bien que Strand a utilisé l'idée du voyage pour publier son livre. Et donc Cartier-Bresson nous dit ça, c'est autre chose que je vous présente. Et ça commence par une image très étonnante. Je suis longuement interrogé, pourquoi ce choix d'une photographie de 38, très front populaire, une guinguette de mariés en train de se balancer sur une balançoire. Probablement parce que, je vais en reparler, le livre lui-même est très ambivalent. Vous allez voir que ce livre est tendu en permanence entre le désir de Cartier-Bresson d'être un grand artiste et le désir de Cartier-Bresson d'être un grand reporter, qui est la tension qui est présente dans toute la carrière d'Henri Cartier-Bresson. Et le livre est entre les deux, ambivalent. Le livre, d'une certaine manière, se balance entre ces deux pôles. Et donc, je pense qu'il y a dans cette première image quelque chose qui dit cette ambivalence. Et on continue, on feuillette les pages, on commence par une double page. On est d'abord en France, fameuse image des bords de Marne. On est d'abord dans vraiment la place entière est laissée à l'image. On voit que Cartier-Bresson propose plusieurs types de mise en page. On voit qu'il y a soit une image en horizontale en pleine page. On voit aussi qu'il y en a 19 doubles pages ne présentent qu'une seule photographie à l'horizontale. Et elles sont généralement, j'y reviendrai tout à l'heure, disposées en milieu de cahier pour une parfaite ouverture de l'ouvrage. 13 doubles pages proposent 3 photographies, une verticale et 2 horizontales. Voilà, on a des exemples ici de ces images. Vous voyez, ici on est au milieu de cahier et on a effectivement la couture qui apparaît. Et ça, c'est très intéressant parce que Cartier-Bresson et Thériade a disposé les pleines pages, les images horizontales en pleine page, sur ces milieux de cahier pour être parfaitement sûr qu'on a un aplat le plus parfait possible de l'image. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est un détail technique qui montre que Thériade était très impliqué dans la réalisation du chemin de fer. Cartier-Bresson n'aurait pas lui-même été capable de comprendre cette question du positionnement seul, et donc Thériade est impliqué là-dessus. Autre type de mise en page ici, 4 photographies horizontales sur une double page. C'est probablement la mise en page la plus rare. Il n'y en a que 2 doubles pages, comme ça, dans la totalité d'images, la totalité de l'ouvrage. Et puis, la mise en page la plus courante de photographies verticales, il y en a 28 dans la totalité de l'ouvrage.
Alors on est là dans la première partie de l'ouvrage d'Images à la sauvette. On est passé par des images françaises, on est ici au Mexique avec les fameuses photographies réalisées par Cartier-Bresson au Mexique en 1934. On a la fameuse image derrière la gare Saint-Lazare de 1932, une des premières photographies réalisées par Cartier-Bresson avec son Leica. Très intéressant ici le montage, une image en mouvement, une image totalement statique. Cartier-Bresson joue beaucoup de ce type de montage par opposition, je dirais. C'est quelque chose qu'il a appris lorsqu'il travaillait avec Paul Strand, justement, à New York en 1935. Il a beaucoup appris du montage par opposition, le montage soviétique, tel que les réalisateurs soviétiques les réalisaient. C'est quelque chose qu'il a gardé dans la mise en page de son ouvrage. On continue à feuilleter. On retrouve là aussi une mise en page en cahier central. On passe à l'Angleterre, le fameux couronnement de George VI à Londres en 1937. Et puis, on passe à la période de la guerre avec cette fameuse photographie faite dans un camp de prisonniers à Dessau, la ville du Baos, où se rend Cartier-Bresson à la fin de la guerre, à la fin de l'année 1944, et où il surprend cette scène restée historique, où une ancienne prisonnière reconnaît celle qu'il a dénoncée et la gifle en public au moment de son interrogatoire. Et puis très rapidement, on passe au fameux road trip dont je parlais tout à l'heure de 1947 de Cartier-Bresson aux États-Unis, avec quelques images. Il lui donne une grande place dans cet ouvrage, avec beaucoup de ses photographies faites aux États-Unis. Et là aussi, regardez les jeux de regard qui se produisent dans cette image. Il y a proportionnellement beaucoup de photographies de ce voyage aux États-Unis. Et on arrive comme cela à la fin de la première partie, quelques portraits ici réalisés lors de ce voyage aux États-Unis. La totalité des photographies de cette première partie, à l'exception de 3, ont été réalisées entre les tout débuts de la photographie de Cartier-Bresson, 1932, le moment où il achète son Leica, et 1947, les photographies aux États-Unis. À l'exception, cette image fait partie des exceptions. Cette photographie date de 1952. Elle représente Matisse en train de regarder un vase de Picasso avec quelqu'un qui le montre du doigt. C'est probablement une photographie qui est faite au moment où Cartier-Bresson va montrer la maquette du livre qui n'existe pas encore à Matisse. Et c'est l'une des rares photos d'après 1947 qui figure dans cette première partie de l'ouvrage. Là aussi, comme pour la section américaine, il finit par quelques portraits, dont le fameux Jean-Paul Sartre sur le Pont des Arts. Et cette image de Bonnard en train de recadrer l'un de ses tableaux pour un photographe, recadré avec la main, pour un photographe qui ne recadrait jamais, à quelques exceptions près. C'est assez amusant de voir qu'il finit sa première section ainsi. Et puis, on arrive à la première coupure où sont indiquées les légendes du livre. Légendes extrêmement courtes, très peu descriptives. Généralement, c'est le lieu et la date. À quelques exceptions près, ça correspond à la première partie du livre. Et puis, on passe à la deuxième partie du livre. Pourquoi Cartier-Bresson a réalisé cet ouvrage en 2 parties? Une vraie énigme. C'est assez peu commun. Walker Evans, dans son American Photographs de 1938, avait aussi construit son livre sur 2 parties. On peut se demander si c'est une référence à ça. Je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus quelque chose qui correspond à cette dualité dont je parlais tout à l'heure, et aussi à la rupture de 1947, qui correspond à la décision de créer, avec d'autres photographes comme Capa, la fameuse agence Magnum, qui va vraiment marquer une rupture dans la vie de Cartier-Bresson. On peut dire qu'avant 1947,
Cartier fait des voyages pour son plaisir. L'Italie, l'Espagne, le Mexique, les États-Unis en 1947. C'est des espèces de déambulations à la manière des surréalistes. Il va là où ses semelles le portent et il attend les épiphanies, les surgissements, le hasard, il les saisit. Bon, ça représente vraiment le premier moment dans la carrière de Cartier-Bresson. Et puis un deuxième moment avec Magnum où il se met à travailler pour la presse et donc à répondre à des commandes ou à susciter des commandes en les précédant. Et la deuxième partie du livre est entièrement consacrée à ça. Donc vous avez d'un côté dizaines d'années de production, 37-47, même s'il y a eu l'interruption de la guerre, et puis de l'autre côté, vous avez 47-52, donc beaucoup moins de temps, et une partie dans laquelle il y a à peu près le même nombre d'images, mais pour une période beaucoup plus courte. Donc, proportionnellement, beaucoup plus d'images qui correspondent au second Cartier-Bresson, qui est celui où Cartier-Bresson est vraiment devenu un reporter. Et alors, on commence avec des images en Inde. On retrouve les mêmes principes de mise en page des images, beaucoup de double pages de verticales. On est en Inde, on passe au Pakistan. On a des images dont certaines n'ont pas été toujours retenues dans les célébrations de Cartier-Bresson dans les dernières période de sa carrière ou même après sa disparition. Hein. Je pense à une image comme ça qui montre un photographe qui est tout à fait passionnante, mais qui ne fait pas partie de celle qu'on retrouve dans les catalogues d'exposition consacrés à Cartier-Bresson. Là aussi, on retrouve ce principe d'avoir des images en pleine page, en milieu de cahier pour qu'elles s'ouvrent parfaitement. C'est d'ailleurs un livre qui est lui assez lourd et qui donc s'ouvre très très bien quand on le pose sur une table. La fameuse séquence autour de l'assassinat et puis des funérailles de Gandhi qu'on voit se déployer sur plusieurs pages et qui est disons, le premier grand fait d'armes d'un Cartier-Bresson reporter qui se trouve au bon endroit au bon moment et qui va photographier ce moment historique qui sera plus tard publié dans Life, plus tard, quelques semaines plus tard, publié dans Life Magazine. Et puis le Cartier-Bresson qui montre ce moment de la partition de l'Inde, les camps de personnes déplacées qu'il photographie ici, le moment où on voit les autorités locales être elles-mêmes déplacées dans cette autre photographie historique. Et puis Cartier-Bresson part à Bali, à Java. Il va photographier les danses traditionnelles. On est, vous le comprenez ici, en Orient. On est dans toute cette partie orientale. Les photographes de Magnum, vous le savez, se sont un peu divisé le monde. Un tel va couvrir les États-Unis, tel autre va couvrir l'Afrique. Et Cartier-Bresson, lui, a définitivement choisi l'Orient. Voilà, on va ensuite passer en Chine. Cartier-Bresson va partir photographier l'arrivée du Parti communiste et de Mao Tse-tung. Il va photographier les premiers moments de cette Chine communiste. Les images, là aussi, seront publiées dans Life. Et on a là donc une section qui est entièrement consacrée à ces photographies d'après-guerre, à l'exception de cette photographie qui est une sorte d'énigme, qui est une image qui date d'avant-guerre, mais qui est très étonnante. On a du mal à comprendre pourquoi elle est placée là. Peut-être une espèce de pendant de cette photographie-là, peut-être une espèce d'image qui est venue dans le
qui a été, on connaît tous ça, quand on fait des livres de photos, il y a des images qui se baladent de temps en temps et qui sont au début, qui se retrouvent à la fin et puis qui sont des images de complément. Celle-là, je crois, a joué ce rôle-là. Et puis cette extraordinaire photographie représentant des personnes qui font la queue pour changer leur monnaie en or devant une banque. Une très grande photographie de Cartier-Bresson réalisée en Chine au moment de l'arrivée des communistes. Il faut rappeler que le Kuomintang a fait tourner la planche à billets pour financer l'effort de guerre contre les communistes et que donc l'argent n'a cessé d'être dévalué. Et donc quelques jours avant l'arrivée des communistes au pouvoir, Cartier-Bresson, qui a vraiment cette intelligence des situations, Cartier-Bresson lisait la presse en permanence. C'est vraiment quelqu'un qui, chaque matin, passait du temps vraiment à lire les journaux. Et donc, il a parfaitement compris que le problème en Chine à ce moment-là, c'était l'argent, c'était la monnaie, c'était la dévaluation. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vers les banques, il s'approche des banques et il voit cette scène extraordinaire qui sera publiée quelques jours plus tard dans le premier numéro d'un nouveau magazine français qui s'appelle Paris Match, qui va aussi être publié dans beaucoup d'autres magazines et qui va vraiment marquer beaucoup les esprits. Elle va souvent être sous-titrée « La ruée vers l'or », parce qu'elle décrit effectivement une ruée vers l'or, mais probablement aussi en référence au film de Chaplin. Et elle montre ce moment avec un travail sur l'image absolument extraordinaire. Voilà, à nouveau la Chine. Je ne m'arrête pas sur chacune des images, mais on a une section, vous avez compris, cette partie est vraiment organisée de manière géographique, donc une partie sur la Chine assez conséquente. Et puis Cartier-Bresson a passé du temps en Inde, a passé du temps en Chine, revient par le Moyen-Orient. Il va s'arrêter en Égypte, il va s'arrêter, on est ici dans cette double page en Égypte, il va également s'arrêter quelque temps en Iran. On voit ici apparaître quelques images d'Iran et d'Égypte. Et puis on a la deuxième section de texte qui donne des informations sur cette deuxième partie de l'ouvrage et qui est très intéressante parce que vous le voyez immédiatement par rapport à la première section, on a une vraie différence de longueur de légende. Vous avez vu que sur cette première section, à part quelques exemples, on avait généralement des légendes qui faisaient une seule ligne. Ici, on a des légendes qui font parfois jusqu'à 5 lignes, voire plus ici en Égypte. Mais c'est particulièrement intéressant parce que ça dit tout de suite que cette deuxième partie du livre est probablement plus documentaire, qu'on est vraiment dans le Cartier-Bresson reporter, alors qu'on était plutôt dans un Cartier-Bresson artiste d'obédience surréaliste dans la première partie de l'ouvrage. Alors on a feuilleté le livre. Je voudrais revenir, avant de finir, sur le titre de l'ouvrage, Images à la sauvette. En fait, Cartier-Bresson a commencé à réfléchir à Images à la sauvette bien en amont de la réalisation, avant même de choisir les photographies que le livre allait contenir. Puisqu'on a une lettre adressée à son beau-frère, une lettre de son beau-frère Georges Sadoul, le grand historien du cinéma Georges Sadoul, qui est daté du 14 mars 51, donc le livre publié à la fin de l'année 52, dans lequel on sent dans la lettre qu'ils ont tous les deux discuté sur ce livre et probablement comment allait s'appeler ce livre.
Et on a un Georges Sadoul qui envoie à Cartier-Bresson des citations extraites du Littré, des formules de Voltaire, de Buffon, de Racine, de Corneille ou de Pascal, et quelques idées de titres autour du temps. Et donc à partir de là, Cartier-Bresson va établir une série de titres potentiels qu'on conserve encore dans les archives de la Fondation. C'est la liste qui figure en grand au dos et qui est particulièrement intéressante parce qu'on peut lire sur cette liste tous les titres potentiels d'images à la sauvette. Alors, vous voyez les titres, vous pouvez les lire. 12 de ces titres ont trait à l'instant, 11 au temps, 6 à la vivacité, 4 au mouvement et 3 à l'œil. On voit bien les thématiques qui intéressaient Cartier-Bresson. Alors ce qui est intéressant, j'aime beaucoup le premier titre, « À pas de loup ». C'est le premier. Dans la correspondance avec Sadoul, on voit que c'est à ce moment-là le titre que préfère Cartier-Bresson. Donc on était à 2 doigts d'avoir un livre qui s'appelait « À pas de loup ». Et c'est d'ailleurs quelque chose qui correspond très bien à la façon dont photographie Cartier-Bresson à cette époque-là. Il le dit d'ailleurs dans sa préface, il dit « Il faut donc approcher le sujet à pas de loup ». Donc ça décrit très bien sa façon de photographier. Et puis le deuxième titre, « Image à la sauvette », c'est celui qui effectivement va être retenu. Cartier-Bresson évoque ça. Il y a une lettre à Simon où l'agent de New York de Magnum explique que Cartier-Bresson a encore des problèmes pour trouver une traduction de « Image à la sauvette ». Et c'est en fait la fameuse citation du cardinal de Retz, dont on parlait tout à l'heure, qui va résoudre le problème du livre, du titre du livre en anglais. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette citation ne figure pas dans les propositions de citation et de titre de la lettre de Sadoul. Et en fait, on a appris plus tard que c'est en fait Thériade lui-même qui a proposé cette citation du cardinal de Retz que Cartier-Bresson a adoptée. Et c'est en fait dans cette citation que Simon va choisir le titre anglais qui, vous le savez, va devenir donc The Decisive Moment. Ce qui est particulièrement intéressant parce que le Decisive Moment va faire florès, je dirais, d'abord aux États-Unis. La réception de Cartier-Bresson a d'abord été une réception américaine et a d'abord été beaucoup plus célèbre et beaucoup plus reconnue aux États-Unis qu'il ne l'était en France. Et c'est, je dirais, par une espèce d'effet ricochet qu'il est devenu très très important en France, mais avec un certain décalage de presque une dizaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette reconnaissance du Decisive Moment a été en fait retraduite en français, non pas en moment décisif, mais en instant décisif. Alors, il y a une petite danse comme ça de cette notion-là entre une sorte de transposition transatlantique, je dirais, de cette notion d'un instant décisif qui est imposé par l'éditeur ou proposé par l'éditeur français, imposé dans sa traduction par l'éditeur américain et qui revient et qui a d'ailleurs beaucoup agacé Henri Cartier-Bresson puisqu'il a souvent dit je n'y suis en parlant de l'instant décisif, je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec ça lorsqu'on l'interrogeait sur cette notion de l'instant décisif. Il aimait bien prendre ses distances, même si néanmoins il demeure que dans l'histoire de la photographie, ça reste une notion tout à fait décisive. Alors, c'est donc un livre qui paraît en 1952. C'est un livre qui est immédiatement perçu comme un livre unique, un ouvrage de très grande qualité qui n'a pas vraiment d'équivalent à l'époque dans le domaine de l'édition photographique. Je vous l'ai dit, il est plus grand par sa taille.
Il a une qualité de fabrication absolument indépassée à cette époque-là, tant en termes d'impression que dans la reliure, dans le choix du papier. Il est orné d'une couverture créée pour l'occasion, c'est pas une reprise, mais créée pour l'occasion par l'un des plus grands artistes vivants de l'époque. Le texte qui l'accompagne n'est pas signé par un écrivain de renom, Claude Roy pour La France de profil de Paul Strand, ou Paul Morand pour Le Paris de nuit de Brassailles. Non, le texte est signé par le photographe. C'est un cas assez rare pour l'époque. Et en plus, ce n'est pas un texte de circonstance, c'est vraiment un vrai morceau d'anthologie, un texte de première position. Hein. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'équivalent de ce texte d'introduction en 1952 dans la littérature photographique. Un Walker Evans n'a jamais écrit un texte comme ça. Si on compare avec des photographes de la même génération, un Ansel Adams n'a jamais écrit un texte de cette teneur théorique, de cette valeur de manifeste. Et c'est d'ailleurs un texte qui est repris dans à peu près toutes les grandes anthologies sur la photographie. Donc tout ça fait de ce livre un livre de choix. Ça a contribué à lui donner une place dans la bibliophilie photographique. Thériade dit à son propos, c'est un de ces travaux qu'un éditeur n'a la chance de faire qu'une fois. Et Simon dit l'un des livres les plus satisfaisants que j'ai eu le plaisir de faire. Alors effectivement, dès la publication d'Images à la sauvette, la réception est absolument enthousiaste. Cartier-Bresson reçoit des lettres dithyrambiques d'Alexis Brodovitch, de Carmel Snow, de Juan Miro et de quelques autres. On a dans les archives de la Fondation une magnifique lettre de Jean Cocteau qui écrit à Henri Cartier-Bresson « Mon cher Cartier-Bresson, vous savez bien que votre livre est un chef-d'œuvre, mais je suis heureux de vous le dire. Comme j'aimerais vous voir », et c'est signé de Jean Cocteau, c'est assez beau. Et la presse va également saluer de manière absolument unanime la grande qualité de ce livre. Et avec le temps, Images à la sauvette créera de nombreuses vocations. On pourrait énumérer les témoignages, mais William Eggleston, par exemple, dit « Le premier livre qui m'est vraiment marqué a été celui de Cartier-Bresson. Quelqu'un m'a montré un exemplaire du livre de Henri Cartier-Bresson, The Decisive Moment, et il a changé ma vie et ma propre photographie. » Ça, c'est le photographe et acteur Dennis Hopper. Et Larry Fink ajoute « Mon père a rapporté à la maison The Decisive Moments lorsque j'avais 17 ans et tout y était. » Citation, on pourrait là aussi en donner quelques autres, mais je crois que tout ça fait de cet ouvrage un ouvrage de premier choix. Et comme Martin Parr et Jerry Badger l'expliquent dans leur ouvrage de référence sur la bibliophilie photographique, Images à la sauvette peut être aujourd'hui considéré comme l'un des livres de photographie parmi les plus remarquables et les plus influents. Voilà, je crois qu'on pourrait conclure sur cette idée-là. J'ai été un peu long, mais je vous remercie de votre attention et je vous propose qu'on passe à une section de questions et de réponses. Merci de votre attention. Pourquoi une couverture faite par un peintre? Est-ce que c'est un choix personnel de Cartier-Bresson ou c'est Thériade J'aurais tendance à dire que c'est un choix personnel de Cartier-Bresson, ou qu'en tout cas, si c'est Thériade qui lui a soufflé, il devait en être particulièrement ravi parce qu'il avait une admiration totale pour l'art de Matisse. Hein. Il l'avait rencontré quelques années avant, il l'avait photographié, il a produit cette image magnifique de
de Matisse en train de dessiner une colombe dans son atelier en 1944, et je crois qu'il avait une grande estime pour Matisse. Et c'était probablement aussi de sa part une façon de se distinguer des autres livres de photographie de cette époque qui mettaient plutôt en avant une photographie en couverture qu'un papier découpé. Est-ce que ce n'est pas aussi une déclaration disant que la photographie, c'est aussi de l'art Certainement, oui. Certainement, c'est une manière de se positionner comme un artiste, oui, certainement. Pourquoi le livre n'a pas été réédité au même format ? Ah, merci beaucoup pour cette question. Je l'attendais et donc on a préparé la comparaison. Et vous voyez d'ailleurs à cette occasion comment Jean-Marie Donat, qui est présent parmi nous et qui a suivi la fabrication de cet ouvrage, a fait un travail absolument exceptionnel. Vous voyez comment les couleurs de couverture sont parfaitement respectées. Le dessin original de Matisse se retrouve parfaitement respecté sur cette nouvelle édition. Alors vous m'interrogez sur la taille. Et c'était un souhait dans notre volonté de rééditer cet ouvrage, qui était d'en faire une version type facsimilé. On a vraiment repris l'ouvrage comme si c'était un facsimilé, avec exactement la même mise en page. On a simplement ajouté à la fin un essai dans lequel je raconte l'histoire de l'ouvrage tel que je viens de le faire avec vous. C'est la seule addition qui a été faite à cet ouvrage. Il y en a une autre sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu plus loin. Mais très rapidement, dans notre discussion, on a souhaité se démarquer et en faire un livre plus petit. Et il y avait pour nous 2 raisons à ça. D'abord, il y avait une raison écologique qui était qu'on avait envie d'utiliser moins de papier que s'il s'agissait d'un ouvrage de très grand format. Et puis, il y avait aussi la volonté de mettre ce livre au goût du jour. Et aujourd'hui, dans l'édition photographique, il y a une véritable tendance vers le petit format. Aujourd'hui, il est extrêmement rare, en dehors de quelques photographes un peu âgés qui sont toujours en compétition avec Henri Cartier-Bresson et qui publient des ouvrages à cette taille-là, il est très très rare de voir des photographes chercher à faire des grands livres. On a plutôt actuellement une tendance vers le petit livre. Et donc on avait envie d'une certaine manière de signaler qu'il s'agissait d'une réédition de 2024 par cette taille-là. Et puis c'est aussi quelque chose qui a joué dans la volonté aussi de continuer à en faire un livre démocratique aujourd'hui, en 2024. La réédition d'Images à la sauvette, le reprint d'Images à la sauvette qui avait été réalisé en 2014 se vendait aux alentours d'une centaine d'euros. Aujourd'hui, l'ouvrage est vendu à 43 euros, qui est un prix aujourd'hui pour un livre de photographie assez compétitif. Et ça a aussi éminemment joué dans notre décision de faire un ouvrage plus petit. Sur la réédition de 2024, oui. Les photos en double page sont bien à plat aussi ? Alors, les photos en double page sont bien à plat. On va essayer d'en prendre une. En fait, l'ouvrage est évidemment beaucoup moins lourd que dans sa grande taille. Donc en fait, il s'aplatit beaucoup moins naturellement que ne le faisait l'ouvrage de Verve. Il est collé, il n'est pas cousu. Si, il est aussi cousu. Et donc je dirais qu'avec le temps, il va s'ouvrir aussi bien que l'édition de 1952, mais quand vous venez de l'acheter, il est effectivement encore un peu pincé, dirons-nous. C'est pas le même papier. Alors, c'est pas le même papier, mais on a cherché un papier aussi qualitatif, avec un rendu assez similaire, avec un grammage le plus proche possible
compte tenu de la réduction de la taille de l'ouvrage. Et comme je n'ai pas encore eu la question, mais je la devance, il y a un autre changement extrêmement important, et dont je suis heureux de pouvoir m'expliquer aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas repartis du livre, c'est-à-dire nous ne proposons pas un fac-similé du livre, comme c'était le cas pour la réédition de 2014, où l'éditeur avait alors refotographié l'ouvrage. Ici, nous sommes repartis des négatifs originaux d'Henri Cartier-Bresson, parce qu'en fait, on s'est dit, de toute façon, si on fait un fac-similé, on n'arrivera jamais à obtenir aujourd'hui, dans une technique qui est différente de celle de l'héliographie, nous n'arriverons jamais à obtenir quelque chose qui s'approchera du Image à la sauvette de 1952. Donc nous avons fait le choix de repartir des négatifs originaux, d'être néanmoins le plus proche possible de l'impression. Et Jean-Marie Donat et Aude Rimbaud, qui a suivi pour les archives ce projet, ont été extrêmement attentifs à essayer de retrouver des tonalités ou des contrastes proches sans être absolument équivalents à l'original. Donc ça, c'est une autre décision importante qui a été opérée pendant la préparation de cette réédition 2024 d'Images à la sauvette. Alors, et je voudrais conclure là-dessus, enfin, on ne va pas conclure la discussion, mais je voudrais conclure ces remarques sur les distinctions des deux éditions en disant que, en fait, ça, c'est une réédition de 2024. Il y aura, je l'espère, une réédition 2034 et 2050 et 3012. Il faut espérer que ce livre va continuer à être accessible. Et il y aura à ce moment-là d'autres choix qui seront faits, qui seront peut-être adaptés à l'époque, qui seront faits par des éditeurs différents, par des directeurs différents. Et c'est tant mieux. Et je dirais que, voilà, nous, on voulait absolument rendre à nouveau cet ouvrage disponible pour les jeunes générations de photographes qui, à notre sens, à la Fondation Henri Cartier-Bresson, doivent encore pouvoir acheter à un prix abordable cet ouvrage. Il ne faut pas nécessairement être bibliophile et être assez riche pour pouvoir s'acheter l'édition originale d'Images à la sauvette. Et c'est ça qui a conduit à la forme qu'a ce livre aujourd'hui. Et il y aura d'autres décisions dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans. Et voilà, c'est un moment de la réédition et encore une fois, j'espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce que ce livre, même réédité, est devenu entre-temps une pièce du musée d'une certaine façon, ou est-ce que on peut toujours apprendre quelque chose de ce livre? C'est une extraordinaire question. Je pense que c'est les deux. C'est une pièce de musée. C'est exposé au mur, non pas comme un document, à l'horizontale selon la fameuse distinction que font les musées où les documents sont à l'horizontale et les œuvres sont à la verticale. C'est pour moi une véritable pièce de musée qui contient d'abord un très grand livre, mais un moment historique aussi. Et c'est, je dirais, aussi un livre qui doit faire réfléchir des photographes d'aujourd'hui qui vont s'en emparer, qui vont se positionner par rapport à cet ouvrage. Et pour moi, l'histoire, c'est un tourbillon. Pour moi, il n'y a pas de temporalité qui serait comme une ligne continue qui irait du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Il y a des tourbillons dans l'histoire, comme sur la couverture de ce livre-là, ou la 4e de couverture de ce livre-là. Et donc, c'est un livre historique qui parle à notre époque contemporaine. C'est un ouvrage historique qu'on relit aussi différemment en fonction des moments. Je pense que peut-être si monsieur a réagi sur les femmes voilées de la première image, la seconde section, c'est peut-être pas par hasard. Et donc, voilà. Et ça, c'est aussi la raison
pour laquelle c'est un grand livre, parce que il nous fait aussi réfléchir à ce qu'est la photographie aujourd'hui, à ce qu'est peut-être le monde aujourd'hui, et il instaure une sorte de dialogue permanent entre hier et aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'a frappé en le regardant avant d'entrer ici, c'est très, comment dire, on a tellement l'habitude de regarder ces photos toutes seules, Oui. de tout à coup de les voir, enfin ces 4 photos d'Espagne par exemple, qu'on adore, enfin qui sont, de les voir si compressées ensemble, oui, j'étais choqué quoi, je m'y attendais pas du tout. Vous avez raison quand on compare un ouvrage comme celui-là, par exemple, où on voit bien que le rapport à l'image, le rapport au texte est totalement différent. Hein. Et il faut voir Cartier-Bresson aussi dans le contexte des publications de l'époque. Il y a une remarque très intéressante du photographe Minor White, qui en 1952, au moment de la sortie, publie un livre, publie un texte, un article sur Images à la sauvette, et dit que Cartier-Bresson a tout fait pour chasser le blanc, en fait. Il n'y a pas de blanc, c'est super compact, et on sent effectivement que Cartier-Bresson a réfléchi à une manière qui lui permettrait de donner la plus grande place possible à la photographie. Je ne pense pas que c'est une question d'économie. Je ne pense pas qu'il voulait en mettre le plus grand nombre possible. Je pense que c'était plutôt une manière de dire la photographie en majesté, et donc la photographie occupe une grande place dans le livre lui-même. Est-ce qu'il avait peur que ce serait son dernier livre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a certains... Voilà, c'est ça que je fais. Enfin, il n'a pas pu... Je ne pense pas qu'il ait eu peur que ce soit son dernier livre, parce qu'en fait, dès la mise en place de celui-là, il discute avec Thériade du deuxième, qui sera Les Européens, qui paraîtra donc 3 ans plus tard, dans un délai très très court, en 1955, qui est aussi un ouvrage absolument génial, qui a été un peu éclipsé par celui-là, alors qu'il est probablement beaucoup plus construit que ne l'est Images à la sauvette. Et donc, je ne pense pas qu'il avait cette inquiétude-là. Oui, on sent un peu, il vidait ses poches. Enfin, voilà. Oui, oui. Pour faire ce livre. Oui. Oui. Ne gardant rien en réserve d'une certaine façon. Je pense qu'il l'a gardé un peu en réserve pour les Européens. Ouais. Mais vous avez raison, vider ses poches. Bon, il faut imaginer, hein, Cartier-Bresson, on est encore à ce moment-là au sortir de la guerre. Hein. Cartier-Bresson a passé 3 ans pendant la guerre dans un camp de prisonniers. Il a une conception de la vie qui est probablement qu'il faut profiter de la vie et que les choses ne seront peut-être pas éternelles. Il a déjà eu plusieurs projets de livres qui ne se sont pas faits, et donc voilà, effectivement, il donne tout. Il garde peut-être 2-3 petites choses de côté qui deviendront les Européens, mais il se lance à fond dans cette... c'est peut-être ce que vous voulez dire quand vous dites vider les poches. Il y a ce sentiment de on y va, quoi, on y va, ouais. Pour ceux qui regardent la diffusion du livre sur la planète, Oui. dans le monde, Oui. depuis une semaine, votre bouquin, il est partout là. Ah bah oui. Bah, c'était l'enjeu, en fait, de faire en sorte que c'était un ouvrage, encore une fois, voulu par Cartier-Bresson comme un ouvrage démocratique, et il s'agit de continuer à en faire un ouvrage démocratique. Donc on travaille avec des diffuseurs qui nous permettent de faire en sorte que l'ouvrage soit accessible dans toutes les parties du monde. Ouais. Et je dois préciser que Chloé Rebman a beaucoup œuvré justement pour que l'ouvrage soit justement accessible. Avec Lauriane Hervieux, ils ont travaillé à la diffusion de l'ouvrage. Bon, c'est assez fantastique. Ce livre a été un travail vraiment collectif au sein de la Fondation. Je ne citerai pas
tout le monde, mais Léa Thouin a aussi été très active dans ce projet. Bon, voilà, on a tous mis la main à la pâte pour le rendre à nouveau accessible. Une question là? Je rejoins le monsieur qui est devant, j'ai pas mal de questions. J'arrive pas à saisir l'intention primaire pour Henri Cartier-Bresson de réaliser ce livre, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de récapitulatif de tout ce qu'il a pu imaginer dans sa pratique, avec tout le début, le texte, avec cette introduction qui est assez conséquente. Et en même temps, il y a tellement d'images de choses différentes, il y a un côté un peu rétrospectif. Du coup, c'est difficile de se projeter sur une intention concrète, je trouve. Et c'est ça, je voulais avoir votre point de vue justement vis-à-vis de ça. Je pense que vous avez raison. Il y a une certaine ambivalence dans ce livre qui est pour moi très très bien représentée par cette image d'introduction. C'est un livre qui balance entre deux tentations. La tentation d'être un artiste qui était proche du mouvement surréaliste et qui fait des déambulations dans l'espace urbain à la manière d'un photographe surréaliste. Et puis il y a un photographe qui documente le monde moderne pour la presse illustrée. Et je pense que Cartier-Bresson est à ce moment-là totalement dans cette ambivalence-là, où il a le regret de ces années surréalistes où il déambulait sans but, et en même temps il veut démontrer un certain savoir-faire dans le domaine de la presse et dans le domaine de la photographie documentaire. Et il y a clairement cette ambivalence qui crée je suis un artiste, hein, on le voit ici avec la couverture de Matisse, et puis je suis un reporter au long cours de l'agence Magnum. Et il y a totalement cette ambivalence qui rend cet objet parfois un peu difficile à saisir. Il ne faut pas oublier que tout ça, ce livre-là de 52, est aussi recouvert par toute la fortune critique de Cartier-Bresson, qui est aussi devenu le grand artiste le grand artiste du XXe siècle qu'on connaît, exposé dans les plus grands musées, défendu par des grands éditeurs, je pense à Robert Delpire et à quelques autres. Et donc il y a aussi peut-être la difficulté de ces strates qui sont venues s'ajouter au-dessus de ce livre-là, qui nous le rendent, quand vous dites les 4 images, on est un peu surpris de voir certaines de ces images qui sont des icônes, qu'on est habitué à voir isolées sur un mur avec beaucoup d'espace autour. Bon, il y a toutes ces strates de ce qu'on a expérimenté d'Henri Cartier-Bresson après 52, qui viennent s'ajouter à la difficulté de comprendre cet objet dans son jus historique, si j'ose dire. Alors, moi, j'ai vu pour la première fois ce livre à Bologne en 2011, à la maison de Giorgio Morandi. Oui. À l'époque, on avait la possibilité d'aller de consulter la bibliothèque personnelle du peintre. Oui. Il y avait environ 1 millier de livres, beaucoup de peintures, de littérature et un seul livre de photographie, justement, Images à la sauvette. Nous, on connaît très bien l'influence que ce livre a eu sur des générations de photographes, mais est-ce que c'est un livre qui a eu de l'influence dans d'autres formes d'art comme la peinture ou le cinéma? Oui, sans aucun doute. Beaucoup d'autres peintres avaient cet ouvrage dans leur atelier. Beaucoup de cinéastes se sont référés à Images à la sauvette. On en trouve même des traces dans la littérature. Hein. Donc je crois que Henri Cartier-Bresson est vraiment une figure incontournable de la photographie du XXe siècle. On a aujourd'hui parfois un peu de mal à se rendre compte de l'importance de Cartier-Bresson dans la photographie du XXe siècle. Cartier-Bresson a vraiment représenter, incarner la reconnaissance de la photographie comme art ou la reconnaissance de la photographie comme un objet culturel important. Et il y a eu plusieurs phases. Rétrospective au MoMA en 1947, qui a été un premier moment de reconnaissance. La publication d'Images à la sauvette en 1952, qui est venue asseoir encore ça. Exposition au Louvre en 1955. Pavillon de Marsan, plutôt art décoratif,
Mais néanmoins, c'était l'entrée de la photographie au Louvre. Et donc ça marquait quelque chose. Et ces moments-là, et ça n'a cessé de s'accélérer par la suite, ont vraiment donné à Cartier-Bresson une stature probablement du photographe le plus important de la deuxième moitié du XXe siècle. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, parce que là aussi, l'histoire de la photographie a recouvert ça. Mais on a du mal à se rendre compte que, par exemple, Cartier-Bresson donne beaucoup plus d'interviews qu'un Walker Evans. Ils sont à peu près de la même génération, mais vous avez des centaines et des centaines d'interviews de Cartier-Bresson dans la presse, vous avez des dizaines d'interviews de Walker Evans dans la presse. Idem avec un Ansel Adams qui représente le grand photographe américain. Je pense que Cartier-Bresson fait plus de couvertures de journaux que Ansel Adams. Donc aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte de ça. Peut-être aussi parce qu'on est français et qu'on n'a pas forcément envie toujours de mettre en avant comme ça, mais comme les Américains arrivent très très bien à le faire. Mais moi, j'étais surpris aux États-Unis, souvent quand on parle des grands photographes du XXe siècle, celui qui vient souvent en premier, c'est effectivement Henri Cartier-Bresson. Donc voilà, Cartier-Bresson a représenté la grande figure, il a incarné la grande figure de la photographie, à son corps défendant, parce qu'il détestait cette position-là, hein. Il a lui-même tout fait pour fuir ça et refuser ça. Et donc, ça fait que sa photographie, ses livres, et en particulier Images à la sauvette, ont eu un impact énorme sur la culture de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Ouais. Et j'espère que ça va continuer. Le titre m'intrigue. Oui. Images à la sauvette, en argot, quelque chose qui est fait à la sauvette, c'est quelque chose de fait de vite fait, mal fait. Ouais. Un vendeur à la sauvette, c'est un câbleau de marché qui vend des choses souvent de mauvaise qualité. Ouais. Voilà. Et pour un livre comme celui-ci, je trouve ça c'est paradoxal. C'est vraiment ça. Image à la sauvette correspond à sa façon de photographier, c'est-à-dire une photographie à la volée, une photographie d'un photographe qui n'est pas perçu par ceux qui le photographient. Cartier-Bresson était souvent, on le voit dans les rares films où on le voit photographier, était vraiment un photographe qui faisait tout pour se fondre dans le décor, pour ne pas être vu par ceux qui le photographiaient. Et certains témoignages disent que quand il photographiait, il était là, on n'avait même pas vu qu'il avait sorti son appareil et déclenché. Il y a, je crois, un texte de Beaumont-Newhall, le conservateur du MoMA, qui dit que quand il photographiait, il était vêtu d'une cape d'invisibilité parce que voilà, il était comme ça. Et donc, quand il finit par choisir ce titre d'Image à la sauvette, il y a vraiment effectivement la volonté de dire « je ne suis pas le photographe patenté, installé au coin de la rue avec son trépied qui va vous tirer le portrait. Je suis un oiseau qui passe et qui va saisir l'image. » Et c'est, je crois, ce qu'exprime ce titre d'Image à la sauvette. D'où le problème de la traduction. D'où le problème de la traduction. Il y aurait aujourd'hui, a posteriori, on peut trouver des termes, mais qui deviennent des termes équivalents à ça, mais qui deviennent tout de suite connotés de manière beaucoup plus péjorative. Ouais. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci.